Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un personnage controversé. Beau, riche, ambitieux, séducteur, aussi doué dans la chambre que sur le champ de bataille. Alcibiade est voué à une carrière exceptionnelle. Mais ses frasques et ses infidélités se retournent contre lui. Ses trahisons répétées le laissent sans défense face à ses ennemis de plus en plus nombreux. Vous voulez en savoir plus sur Alcibiade? Venez avec moi. Il est beau, il est riche, et dans une civilisation la rhétorique commande, il sait charmer ses interlocuteurs en quelques phrases. Sa conduite n'en est pas moins scandaleuse, émaillée de beuveries et de virées au bordel. Il arbore de longues tuniques pourpres, teinture hors de prix, et crise ultime de l'époque, il fait peindre un Cupidon tenant un éclair sur son bouclier, là où les hoplites y mettent des symboles plus virils. Ce parfum sulfureux en fait un amant à tout sens du terme. Il était traqué par une foule de femmes, confirme Xénophon. Les hommes n'en sont pas plus insensibles à ses attraits. Socrate le premier ne fait pas de mystère de ses sentiments. Nous sommes tous deux épris de deux objets, affirme-t-il ainsi à Callictès dans ses Gorgias de Platon. Moi, Alcibiade, fils de Clinias et de la philosophie, toi du... Si le personnage est haut en couleur, il est en phase avec son époque la plus agitée de l'Antiquité grecque, le moment idéal pour déployer des talents à la hauteur d'ambition démesurée. Né vers 450 à Athènes, il est lié par son père Clinias à l'aristocratie spartiate et par sa mère Dinomaque à la haute lignée des Alcéononides, un solide substrat pour faire carrière. Ainsi, c'est un cousin de sa mère, Périclès, qui le prend en charge en 447, quand Clinias est tué à la bataille de Coronée. À Coronée en 447, l'armée de l'Athénien Tolmidès est vaincue par un contingent de Thébains, soulevé contre la tutelle de la Ligue de Délos, imposée en 457. Athènes y perd le contrôle de la Béotie, premier revers qui mène à la guerre du Péloponnèse. Le politicien confie bientôt l'éducation du garçonnet au philosophe Socrate, qui restera proche toute sa vie et solidement épris d'Alcibiade, qui n'a que 20 ans quand le destin frappe à sa porte. La Grèce est alors déchirée par la guerre du Péloponnèse. Sparte, la ligue du Péloponnèse qu'elle domine et ses alliés veulent contenir les ambitions impériales d'Athènes, qui a fondé et soutient en mer Égée la Ligue de Délos, une association de cités contre l'Empire perse. Or, en 432, Potidée, en Chalcidide, refuse de payer à la Ligue le tribut exigé pour la défense et s'adresse à sa mère fondatrice Corinthe, alliée de Sparte. Quand cette dernière envoie des troupes, Athènes riposte en expédiant son propre contingent d'hoplites, dont Socrate, et de cavaliers, dont Alcibiade. Les deux s'illustrent pendant les combats victorieux, où le second est, assure Platon, sauvé par le premier. Puis le tandem participe à d'autres combats, dont la défaite de Délone en Béotie en 424. En 421, Athènes et Sparte, épuisés, décident d'une paix à l'initiative du général athénin Nicias. Déçu de ne pas y avoir contribué parce qu'il est trop jeune, dit Thucydide, Alcibiade décide de remettre le feu aux poudres. L'occasion se présente quand Sparte noue avec Argos un traité contraire aux termes de la paix de Nicias. Autre motif de contrariété, les Béotiens, alliés traditionnels de Sparte, respectent la lettre du traité en remettant une place forte aux Athéniens, mais après l'avoir préalablement détruite. Pour apaiser la fureur adverse, Sparte envoie 3 négociateurs dotés de plein pouvoir, qu'Alcibiade intercepte et invite à dîner chez lui. Là, il les convainc d'annoncer que leur mission se limite à écouter les doléances des Athéniens, car sinon, ceux-ci les contraindront à signer un traité défavorable. Le lendemain, les Spartiates, comme convenu, expliquent que leurs prérogatives sont limitées. Alcibiade bondit, écrit à l'outrage, Sparte méprise Athènes et n'a envoyé que des sous-fifres. L'assemblée s'enflamme et chasse les Spartiates. La paix est rompue et Alcibiade est récompensé de son intervention en étant élu stratège en 420. Il le restera jusqu'en 418. Le nouveau général ne perd pas de temps. Écumant la Grèce avec une petite troupe, il soulève Argos, Élis et Matinée, contrôlés par Sparte, puis fortifie Argos et Patras avec l'aide d'artisans athéniens, qui contribuent bien à sa popularité.
Naturellement, les Lacédémoniens réagissent. En 418, à Matinée, ils infligent une terrible défaite aux Argiens et les forcent à revenir dans l'orbite spartiate avant qu'une nouvelle révolte ne renverse à nouveau les alliances. Quand une petite armée spartiate met le siège devant la cité, Alcibiade vole à son secours nouveaux succès qui font qu'alimenter ses ambitions. Une nouvelle occasion de briller se profile en 416. La cité sicilienne de Ségeste appelle à l'aide pour repousser sa rivale Sélonite, alliée à Syracuse, la première puissance de l'île fondée par les Doriens, comme jadis Sparte. Alcibiade suggère alors subtilement que des Syracusiens maîtres du grenier à blé de la Méditerranée seraient idéalement placés pour aider leurs alliés du Péloponnèse. Les Athéniens sont d'autant plus sensibles à ce discours que depuis Périclès, ils ont les yeux rivés sur la Sicile et ses richesses, sans avoir eu les moyens d'intervenir. Alcibiade convainc facilement l'Assemblée d'envoyer une petite force d'assistance à Ségeste. Une soixantaine de navires, c'est-à-dire moins de 3000 hommes. Nicias, rival d'Alcibiade, mais aussi soldat chevronné et partisan de la paix, souligne que ses effectifs seront insuffisants. Quand le parti adverse lui demande son évaluation, il les estime à une centaine de trimères et à 6000 hoplites. L'Assemblée vote donc 134 navires, dont plus de 90 trirères, 5100 hoplites athéniens et alliés, 180 archers crétois, 700 frondeurs et 30 cavaliers. C'est donc un corps expéditionnaire considérable que dirige Alcibiade et ses collègues, Lamachos et Nicias. Ils sont à même de débarquer à Catane quand Alcibiade est rappelé à Athènes, où des adversaires l'accusent d'avoir mutilé des statues avant son départ. Sacrilège, passible de la peine capitale. Calomnie ou pas, le général a des doutes sur l'issue du procès et profite d'une escale pour s'enfuir en promettant, selon Plutarque, que les Athéniens se souviendront de lui. Et il offre ses services à Sparte, trahison qui lui vaut d'être condamné à mort par contumace, alors que le corps expéditionnaire athénien est anéanti en Sicile. Alcibiade suggère à ses nouveaux protecteurs d'établir une citadelle à Décélie, à mi-chemin entre Athènes et la riche île agricole de B. De là, les forces d'Agis, un des rois de Sparte, vont intercepter le ravitaillement adverse. Pendant ce temps, Alcibiade prend la mer et débarque à Chios, où il convainc les notables de faire alliance avec Sparte. Idée d'autant plus séduisante que les libérait du tribut athénien. C'est une caractéristique des méthodes d'Alcibiade. Quelques navires, un brillant discours, apportent à Sparte 60 navires pour contester Athènes sur mer, une base sûre pour ses opérations et la première défection d'un membre important de l'Empire athénien. De Chios, Alcibiade n'est qu'à quelques heures de la côte d'Asie mineure où il prend contact avec l'Empire perse, toujours prêt à financer les renversements de la démocratie athénienne. Mais à Sparte, le renégat n'a que peu d'amis et des voix s'élèvent contre cet étranger devenu opportun. Les menaces ne sont pas seulement politiques. Xénophon raconte qu'Alcibiade aurait été repéré en train de fuir la chambre de la reine dans la confusion d'un tremblement de terre. L'adultère et les rumeurs qui existaient à Sparte, où elles étaient largement diffusées, ne font aucun doute. C'est suffisant pour comprendre pourquoi Thucydide décrivait Alcibiade comme l'ennemi personnel d'Agis. Inquiet, Alcibiade vire à nouveau de bord et s'installe à Samos, île pro-athénienne, qu'il le nomme général. Depuis Samos, Alcibiade observe les péripéties qui agitent sa cité d'origine. Pendant l'été 411, un coup d'État propulse des oligarques à sa tête avant qu'un autre en 410 ramène la démocratie. Or, après l'hécatombe sicilienne et l'éviction des oligarques, les démocrates ont désespérément besoin de bons généraux. Abydos, l'ex-serviteur de Sparte, prouve sa valeur, mais il attend d'avoir retrouvé sa position avant de rentrer à Athènes. Alcibiade, qui commandait une partie de l'armée athénienne, ne pouvait revenir que comme général élu, une fois sa position reconnue. En 407, Alcibiade débarque donc au Pirée, où il est reconnu, acclamé par la foule et blanchi de sa condamnation de 415. Qu'ils l'aiment ou le haïssent, ils ne peuvent s'en passer, grince l'auteur comique Aristophane. Les démocrates espèrent que leur nouveau stratège, fort de ses contacts avec les satrapes perses d'Asie mineure, Tisséphernes
et Pharnabase va conclure avec eux une alliance qui remplira leur coffre désespérément vide. Ils sont vite déçus, car Cyrus, le fils du roi perse, scelle finalement un traité avec Sparte. Le pire est à venir. En 406, Alcibiade prend la mer à la tête d'une escadre pour bloquer l'excellent amiral spartiate Lysandre à Éphèse. Une fois le blocus bien installé, il confie sa flotte à son ami le pilote Antiochos et part avec quelques navires aider Thrasybule, qui assiège Phocée. Mais Antiochos contrevient aux ordres et provoque Lysandre, qui sort du port et bat les Athéniens. En ce début de novembre 411, 14 trirèmes spartiates cherchent à rejoindre leur base d'Abydos dans l'Hellespont. Elles sont repérées par les Athéniens de Sestos qui lancent 20 trirèmes à leur poursuite. Pour leur échapper, les Spartiates échouent leur navire dans une crique, puis repartent quelques heures plus tard, croyant la voie libre. Mais là, surprise, 74 navires athéniens les prennent en chasse. Une fois encore, les Spartiates échouent leur navire, poursuivis par les Athéniens qui sont eux-mêmes surpris par les 84 trirèmes d'une flotte spartiate de secours. Voilà les Athéniens pris entre deux feux et furieusement attaqués. Soudain, 18 nouvelles voiles apparaissent, fonçant en direction de la bataille, en s'aidant du fort courant du détroit. Ennemis ou amis? Un pavillon pourpre tissé, c'est Alcibiade. Les Spartiates sont rejetés à la côte et s'échouent. Les Athéniens les poursuivent, combattant dans l'eau jusqu'au torse. La nuit et l'arrivée du Perse, Pharnabase, sauvent les Spartiates d'une déroute totale. Mais la plupart de leurs vaisseaux sont endommagés ou pris. Alcibiade, par son intervention décisive, a sécurisé la route du blé, si vitale pour Athènes, pour un hiver de plus. Persuadé, non sans raison, d'être condamné pour avoir abandonné sa flotte, Alcibiade s'enfuit une fois encore et se réfugie dans l'Hellespont en territoire thrace, sous domination perse, où il s'est fait accorder un domaine 2 ans plus tôt. En 405, il assiste ainsi en voisin au déploiement de la flotte spartiate, construite et équipée par les Perses, face à la flotte athénienne, mise au sec sur la plage d'Aigos Potamos. Alcibiade tente d'avertir ses ex-collègues de la position vulnérable, assure qu'il est en passe de leur apporter de nouveaux soldats, mais il est renvoyé. Quelques jours après, les trirèmes athéniennes sont surprises et anéanties par les Spartiates. À Aigos Potamos, Athènes a perdu la guerre du Péloponnèse. Les Spartiates, alliés des Perses, sont maîtres de la Grèce, et ils n'ont pas oublié leur vieux grief envers le général Alcibiade. Lysandre convainc ainsi Pharbase de s'en débarrasser. Selon l'historien Cornelius Nepo, le satrape expédie 2 tueurs. Ils surprennent Alcibiade à Mélissa, alors qu'il tente de rejoindre la cour du roi des rois. L'aube est encore loin en cette nuit d'automne 404 avant Jésus-Christ, quand une odeur de fumée réveille Alcibiade et sa maîtresse Timandra, endormies dans une maison de Mélissa, ville de Phrygie. Pendant qu'elle s'enroule dans la couverture, terrifiée, lui sort nu du lit et ouvre la porte pour être aussitôt assaillie par les flammes des fagots jetés en tas contre l'entrée. Alcibiade sort précipitamment sa compagne du lit, s'empare du matelas et le jette sur les flammes. Puis il enroule la couverture autour de son bras comme un bouclier et saisit une dague. Poussant son cri de guerre, il se rue à travers l'entrée, certain de trouver des ennemis. Mais il n'y a personne en vue. Les assaillants attendent, tapis dans l'ombre. Une flèche le perce, puis une autre suivie de javelines. Alcibiade s'effondre, mort sans avoir touché terre. Le silence retombe aussitôt, et il faut de longues minutes à la belle Timandra pour rassembler son courage et tirer le corps de son amant dans la chambre où elle le lave et procède au rite qui réclame les dieux. La mort d'Alcibiade, du moins d'après les récits de plusieurs historiens antiques, est aussi spectaculaire et agitée que sa vie. Ce séducteur libertin, militaire, élevé à la dure et maître politicien, a trahi par 3 fois Athènes. Sa patrie, il l'a conduite à sa perte. Pourtant, la cité l'a rappelé à la rescousse. Par son seul charisme, Alcibiade était capable de faire tourner les têtes au point que nul n'était en mesure de distinguer dans ses propos la vérité ou l'invention. Il aura, comme Achille, toujours été le meilleur et surpassé les autres, dans ses discours à l'Assemblée d'Athènes, dans sa conduite d'une armée ou d'une flotte, dans les intrigues de la cour perse et même lorsqu'il couchait avec la femme de l'un des rois spartiates.
Plutarque, qui comme d'autres auteurs grecs et romains ont été fascinés par sa vie, lui a toujours trouvé un surnom approprié, le caméléon. Comme on l'a vu, Alcibiade était un homme d'État et général athénien, doué et haut en couleur, dont les changements de camp pendant la guerre du Péloponnèse au 5e siècle avant Jésus-Christ lui valurent une réputation de roublardise et de traîtrise. Beau et riche, il était également connu pour son style de vie extravagant et ses mœurs légères. Jamais à court d'ennemis ou d'admirateurs, parmi lesquels Socrate, il fut l'un des dirigeants les plus colorés de l'histoire de l'Athènes classique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.